Guillotiner vos dirigeants. C'est ce qu'un de mes amis, le jour de son pot de départ à la retraite, il faut toujours aller au pot de départ à la retraite parce que les gens disent la vérité sur leur carrière, a répondu à un parterre de jeunes médecins africains qui lui demandaient quelle était son ultime recommandation pour améliorer les conditions de vie des populations. Bon, alors c'est une boutade bien sûr très française, c'est la mort du roi qui ouvre une nouvelle période. Mais que voulait dire ce spécialiste ? Tout simplement que le développement ou l'émergence, comme on dit aujourd'hui, a des préalables politiques ou sociopolitiques et que ces préalables ne sont pas réunis dans la plupart des pays africains. Donc le discours que vous entendez régulièrement à la télévision, ou bien que vous entendez aussi lors de vos voyages en Afrique quand les politiques parlent, c'est une fable, en ce sens que ce n'est pas un discours qui vise à décrire une réalité, mais qui vise à édifier donc ceux qui l'entendent. C'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'émergence ? C'est une notion extrêmement vague, mais qui s'est imposée. À l'origine, elle vient des milieux financiers. En gros, les marchés émergents, ce sont les marchés qui sont plus rentables que les vieux marchés européens, africains ou certains asiatiques comme le Japon. On a appliqué cette notion à des pays qui sont quand même très avancés, comme le Brésil, la Corée du Sud, voire Israël. Et peu à peu, on l'a transposée à l'Afrique. Alors, on n'a pas de définition précise, mais au fond, on va comprendre cette notion comme le rapprochement du niveau de vie des populations sur une période longue avec celui des anciens pays industrialisés. Alors, on parle de Corée du Sud, on parle d'Israël, on parle de Brésil. Comment est-ce qu'on a pu passer à l'Afrique ? Alors, tout simplement parce que l'Afrique a recommencé à connaître une croissance forte à partir des années 90. Alors je dis bien recommencer. Il faut avoir en tête donc, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, parce que ce n'est pas la première fois que l'Afrique connaît une forte vague de croissance. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais en gros, on peut se rappeler que des indépendances aux années 75, à la crise pétrolière, le revenu par habitant a augmenté. Ensuite, il a chuté jusqu'au milieu des années 90 et désormais, il redémarre. Mais ce qu'on rattrape, en fait, c'est le temps perdu, parce que c'est seulement en 2009, rendez-vous compte, que le revenu par habitant en Afrique a retrouvé son niveau de 74. Donc, on rattrape un peu le temps perdu dans le passé. On ne rattrape pas les pays que j'appellerais vraiment émergents, puisque, par exemple, le revenu par tête entre l'Afrique et l'Asie continue de s'écarter. Donc, il y a toujours un écart croissant entre ces deux revenus. C'est moins le cas pour l'Amérique latine par rapport à l'Afrique, mais c'est quand même toujours le cas. On ne rattrape pas l'Amérique latine. Autre problème, le taux de pauvreté a diminué en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le taux de pauvreté ? C'est la part des pauvres dans la population. Mais comme il y a une très forte croissance démographique et qu'il y a assez peu d'emplois, il en faudrait 30 millions environ par an pour absorber tous les jeunes qui arrivent, le nombre de pauvres, le nombre absolu, a augmenté de 50% sur 25 ans. Vous voyez, c'est considérable. Donc c'est quand même très abusif de parler d'émergence quand vous avez un nombre de pauvres qui augmente, ce qui n'est le cas nulle part ailleurs. D'ailleurs, la Banque mondiale considère qu'en 2050, l'Afrique pourrait concentrer 90% des pauvres du monde. Alors pourquoi ? On a parlé de création d'emplois. Ce qu'il y a eu de particulier en Afrique, c'est qu'il y a eu une croissance importante, plus de 5%, on la trouve enviable vu d'ici, mais qu'elle ne s'est pas accompagnée des modifications qui font habituellement l'émergence, c'est-à-dire l'intensification de l'agriculture. Je me rappelle m'être promené en Afrique avec un membre du gouvernement français et il s'étonnait de voir qu'on utilisait encore la bêche, on appelle ça la daba, et qu'on transportait les denrées avec des petits ânes. Il n'y a pas eu d'industrialisation, il y a même eu une désindustrialisation précoce, c'est-à-dire que les quelques industries qui s'étaient mises en place dans les années 70 ont été très fortement concurrencées et ont beaucoup souffert.
Il y a eu certes de belles poussées dans le domaine du tertiaire, hein, ce sont les fameuses start-up. Il y a eu des avancées en matière de banque, de télécommunications, c'est appréciable, c'est remarquable, mais ça n'augmente pas beaucoup la productivité de l'économie et ça ne touche pas la grande partie de la population. Dernier point, il y a même des doutes, si vous voulez, sur la réalité, sur l'importance de cette croissance. Il y a un économiste qui s'appelle Morton Jerven, qui a fait des travaux très précis, très ennuyeux, très longs sur les statistiques des pays anglophones, et qui a montré, au fond, on avait peut-être sous-estimé la croissance dans les années 90. On n'a pas tenu compte du développement du secteur informel. Et donc, quand on en a tenu compte dans les années 2000, mathématiquement, on a surestimé cette croissance. Donc, on en retiendra qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes et que l'économiste Hamidou Hann dit qu'au fond, il y a une série de petits halos, de lueurs d'espoir, de petits clignotants, mais qui ne font pas un véritable halo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les promesses n'ont pas été tenues, comme je pourrais vous le montrer. Il y a eu donc peu de transformations. Là, je vous montre une plantation de palmiers à huile. Je l'ai visitée dans les années 90. On m'a dit que 20 ans avant, elle marchait à fond. L'usine marchait à toute vitesse. Il y avait des cadres qui avaient une cité de cadres incroyable. Il y avait des emplois. Les villageois étaient contents. 20 ans après, plus rien ne marchait et j'étais très frappé. J'ai bu un verre autour de la piscine des cadres et il y avait dedans des lianes. Autre point, je voulais vous amener à Abidjan. J'ai visité à Abidjan l'immeuble de la Pyramide, alors qui a été fait avec l'argent du cacao des grandes années. C'était magnifique, c'était l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la modernité. Et dans les faits, il n'a pas pu être entretenu et c'est devenu cette vilaine carcasse qui subsiste, mais à côté d'immeubles plus modernes. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique a bénéficié donc d'un certain nombre de facteurs extérieurs favorables. Ces facteurs, on les connaît. Bon, d'abord, l'argent est abondant, on ne paye pas cher ses crédits, c'est ce que vous voyez vous-même. Le cours des matières premières est élevé, bon, vous voyez quand vous passez à la pompe. Et puis ça, vous le voyez moins en France, il y a une importance considérable de l'investissement chinois. Et tout ça donc, a suscité une forte croissance, mais tout ça pourrait être passager. Il y a un économiste américain qui s'appelle Danny Roderick et qui dit qu'on pourrait être une croissance qui deviendrait un moteur sans carburant. Alors ce qui est inquiétant, c'est que cet endettement a permis de doper la croissance, notamment en faisant des investissements publics. Alors on entend parler dans la presse, souvent la France y participe, comme des lignes de TER, des villes nouvelles, mais que souvent ces investissements sont d'une rentabilité extrêmement douteuse, seront chers à payer. Et plus grave que ça, dans certains cas, on a mis en évidence des surfacturations absolument énormes. Dans un pays comme le Cameroun, sur les 5 projets majeurs émergence du gouvernement, la Banque mondiale a calculé qu'il y avait un taux de surfacturation de 2 à 6. C'est totalement énorme. Ça n'a rien à voir avec nos petits 15% sur les ronds-points là, qui faisaient la une à l'époque de Jean Montaldo. Donc vous voyez, c'est absolument considérable. Alors, si on ne doit pas donc prendre ce discours pour argent comptant, on doit aussi quand même s'interroger sur le pourquoi de cette absence de changement de fond. Et on revient à la proposition que je vous avais faite, c'est-à-dire l'absence de conditions sociopolitiques adéquates. Il faut toujours travailler, même si comparaison n'est pas raison, en regardant ce qui se passe ailleurs. Et on a vu que partout, alors en Europe, aux États-Unis, c'est moins net, mais en Asie, ça a été très net, il y a eu une accélération réelle du développement, une mutation profonde des économies, quand il y a eu une configuration sociopolitique adéquate, à savoir une concordance, une convergence d'intérêts entre la bourgeoisie, qui peut se faire appuyer par des investisseurs extérieurs, une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie capitaliste, le gouvernement, l'armée parfois, ça a été le cas en Thaïlande, et une partie des travailleurs qui tirent parti donc, de cette augmentation du niveau de vie. Eh bien, dans la plupart des pays africains, on le voit en lisant la presse, on a du mal à imaginer qu'une telle configuration soit en place. Alors on cite des exemples intéressants, l'Éthiopie, le Rwanda. Alors il faut être toujours très circonspect, parce que même s'il n'y a pas de fatalité africaine, on voit que les premiers de la classe changent souvent.
Alors prenons le Rwanda. On a un pays qui a été mis en place, comme vous le savez, après le génocide, qui a arrêté le génocide. C'est un pays, un pouvoir minoritaire qui a donc tout intérêt à développer le pays sérieusement pour asseoir sa légitimité. Mais quoi de commun entre le pouvoir de Kagame et par exemple le pouvoir qu'on retrouve dans un certain nombre de vieilles dictatures ou démocratures d'Afrique centrale, où on a un certain nombre de régimes finissants qui captent très rapidement une rente pétrolière qui va d'ailleurs déclinant. Quel point commun aussi entre le Rwanda, pays extrêmement organisé, quadrillé, contrôlé, et le Sahel, dont on entend parler régulièrement? On a des pays dont l'incurie des régimes a fait des victimes toutes désignées du djihadisme. Donc vous voyez bien que parler d'émergence, c'est extrêmement abusif, même s'il y a des espoirs, et même si on peut croire, bien sûr, à terme à l'Afrique, parce qu'encore une fois, il n'y a bien évidemment pas de fatalité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce discours s'est-il diffusé? Pourquoi est-ce qu'on l'entend régulièrement à la télévision, notamment, et pourquoi est-ce qu'il y a à la limite des spécialistes de ce discours qui en vivent? Bon, j'essayerai de ne pas devenir un spécialiste du contre-discours, mais c'est ce que je fais quand même aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de raisons. La première, c'est que l'Occident est un peu en désarroi, on a besoin de bonnes nouvelles. Donc si on nous dit que des pays qu'on a aidés, qu'on a colonisés, sont sur la route de l'émergence du développement, c'est quand même rassurant, ça légitime l'aide, l'argent qu'on a mis pendant 40 ans dans ces pays. En ce qui concerne la France, on nous reproche parfois d'avoir un tropisme africain au nom d'une certaine nostalgie coloniale. Ça nous permet de répondre, non, écoutez, on n'est pas des nostalgiques, on a été simplement des visionnaires, on a vu avant tout le monde que l'Afrique allait devenir le nouveau marché mondial. Puis, le dernier point, je crois qu'on est dans un certain bain idéologique. Alors, on parle de la France comme start-up nation, je crois que ça fait débat. Au fond, on essaye de nous parler du continent africain comme un start-up continent, et avec l'idée, au fond, que la politique, ça n'est pas très important, et que l'essentiel, c'est l'entreprise et la technologie, et que si l'entreprise marche, si les technologies se déploient, eh bien, tout sera résolu. C'est ce qu'on appelle, dans certains cas, le discours néolibéral. Donc je crois que ce sont les raisons essentielles. Alors, tout ça ne nous avance pas beaucoup pour l'avenir, parce que donc, on a des soucis sur l'avenir de l'Afrique, sur sa sécurité, sur la possibilité d'une vague migratoire. Je crois qu'il faut être extrêmement humble. À partir du moment où on est persuadé que ce sont des mécanismes sociopolitiques complexes qui déterminent l'avenir de l'Afrique, il est très difficile d'avoir une vision globale, et il est très difficile de prévoir quoi que ce soit. Comme disent les philosophes de l'histoire, elle est contingente, on ne sait pas trop où elle va aller. Alors on a quand même quelques pistes. On voit qu'il y a des pays qui se développent plus vite que d'autres. Il y aura un développement polarisé en Afrique, par exemple. On parle du Kenya, du Rwanda, de l'Éthiopie, parfois de la Côte d'Ivoire, mais là il y a des nuages qui s'accumulent. Et donc, en ce qui concerne les migrations, on peut penser qu'elles seront d'abord essentiellement intra-africaines. Ensuite, est-ce qu'on aura des grandes vagues migratoires vers l'Europe? Alors vous savez que ça a donné lieu à polémique. Là aussi, il faut être extrêmement humble. Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Alors les facteurs, on les connaît, mais je voudrais vous soumettre un facteur de plus. Alors ce qu'on cite, bien sûr, c'est la montée des nationalismes et la xénophobie, comme en Pologne ou en Hongrie. Là, il est bien évident que c'est dissuasif. On cite le durcissement des politiques migratoires. C'est vrai, quoique le durcissement n'a pas toujours eu les résultats escomptés. Mais il y a un élément nouveau. Vous avez vu que les pays européens, et notamment la France avec un certain retard, se sont engagés dans une politique de libéralisation du marché du travail. Et vous voyez qu'auparavant, le phénomène de Calais, c'était essentiellement dû au fait que les migrants, bien sûr anglophones, ce qui les aidait, étaient attirés par un marché du travail extrêmement flexible, extrêmement dérégulé en Angleterre. Et donc je pense que une des incidences de la politique de libéralisation qui est en cours, c'est peut-être aussi de créer un appel d'air vers la France. Je vous remercie.